6 juin 1944. 5 heures. Batterie de Crisbeck, côte de Normandie. Les jumelles tremblaient légèrement alors que l'Oberleutnant Zursee Walter Homson les balayait sur l'horizon, enregistrant dans son esprit une image qui le hanterait pour le reste de sa vie. À travers la pénombre de l'aube, il fut témoin de quelque chose qui contredisait toutes les assurances du haut commandement. La Manche, ce fossé protecteur qui avait protégé le flanc occidental du Troisième Reich, s'était transformé en une autoroute d'acier. Une armada sans fin de navires s'étendant d'un horizon à l'autre, leurs silhouettes sombres se fondant en une masse continue de menaces approchantes. La force d'invasion comprenait 6 939 navires, 1 213 navires de guerre, 4 126 péniches de débarquement, 736 navires annexes et 864 navires marchands, dirigés par plus de 195 000 personnels navals de 8 pays alliés. À 5h52, la batterie d'Omsen reçut l'ordre d'ouvrir le feu. 3 minutes plus tard, à 5h55, les premiers obus de ces canons tchèques, Skoda de 210 mm, décrivirent un arc en direction de la flotte d'invasion, des gouttes d'eau face à un tsunami approchant. Sa batterie engagea les croiseurs américains USS Tuscaloosa et USS Quincy et le cuirassé USS Nevada. À 6h30, ces canons revendiqueraient le destroyer USS Corrie, le seul destroyer américain perdu le jour J. Depuis son poste d'observation en béton armé au sommet de la batterie de Crisbeck, cet officier de marine de 32 ans venait de devenir le premier défenseur allemand à apercevoir et à engager l'invasion alliée de la forteresse Europe. Ce qu'Omsen vit trou son télémètre Zeiss ce matin-là n'était pas seulement une flotte d'invasion. C'était la manifestation physique d'une capacité industrielle que la propagande nazie l'avait assuré ne pas pouvoir exister. Les mathématiques de la défaite naviguaient vers lui à 8 nœuds. La transformation avait commencé. En quelques heures, les officiers allemands à travers la Normandie seraient témoins d'une démonstration de la puissance industrielle alliée qui briserait toutes les hypothèses sur les capacités de leur ennemi et marquerait le début de la fin pour le Reich de 1000 ans d'Hitler. L'obscurité du 5 juin avait apporté des signes menaçants. Au quartier général du groupe d'armée B à La Roche-Guyon, à 50 miles de la côte, le lieutenant-général Hans Speidel, chef d'état-major du Fieldmarschall Erwin Rommel depuis le 15 avril 1944, surveillait des rapports de plus en plus inquiétants. Rommel lui-même était absent en Allemagne, célébrant l'anniversaire de sa femme, convaincu que la météo était trop mauvaise pour toute tentative d'invasion. À 1h20, la 7e armée reçut la notification de largage massif de parachutistes à travers la Normandie. Les 82e et 101e divisions aéroportées, comptant plus de 13 000 hommes, étaient délivrées par des Douglas C-47 Skytrain. Le général der Artillerie Erich Marx, commandant le 84e corps depuis son quartier général à Saint-Lô, comprit immédiatement. Vétéran du front de l'Est, qui avait perdu une jambe à Stalingrad, Marx possédait l'instinct tactique que des années de combat avaient aiguisé jusqu'au tranchant. Pourtant, même Marx, l'un des commandants les plus expérimentés de la Wehrmacht, ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qui approchait. Les défenseurs allemands s'étaient préparés à une invasion. Ils ne s'étaient pas préparés à une avalanche industrielle qui les ensevelirait sous une simple supériorité matérielle. Le vice-amiral Friedrich Rouge, nommé conseiller naval de Rommel en novembre 1943, avait passé des mois à inspecter les défenses côtières. Né dans une famille de marins en 1894, Ruge comprenait les opérations maritimes mieux qu'aucun autre officier allemand en France. Il avait insisté pour plus de mines, plus d'obstacles, plus de canons. Mais comme il l'écrirait plus tard dans ses mémoires, Rommel in Normandie, nous nous préparions à faire la dernière guerre. Ils apportaient la suivante. Le haut commandement allemand s'était convaincu que les Alliés pourraient monter une invasion avec peut-être 20 divisions soutenues par peut-être 3000 navires. Il basait ses calculs sur leurs propres capacités, leurs propres limites, leur propre expérience de la pénurie et de l'épuisement industriel croissant. Après 5 ans de guerre, alors que les premières lueurs de l'aune se glissaient sur la côte normande le 6 juin,
Les observateurs allemands dans les bunkers et postes d'observation de Cherbourg au Havre commencèrent à rapporter l'impossible. Pas des centaines de navires, mais des milliers. Pas un raid ou une feinte, mais la plus grande invasion amphibie de l'histoire humaine. Au point d'appui WN-62, surplombant ce qui allait être connu sous le nom d'Omaha Beach, le Gefreiter Heinrich Severlo regarda trou l'embrasure de sa mitrailleuse à 5h45. Le jeune fermier de Metzingen, âgé de 20 ans, n'avait jamais vu l'océan avant d'être stationné en Normandie. Maintenant, il ne voyait plus du tout l'océan, seulement de l'acier. Des navires partout, écrirait plus tard Severlo dans ses mémoires. De gros navires, de petits navires, des navires larges, à fond plat, des destroyers fonçant d'avant en arrière comme des chiens de berger. L'horizon avait disparu. J'ai essayé de compter, mais j'ai abandonné à 100. Il y en avait des milliers. Sur l'ensemble du front d'invasion de 50 miles, les officiers et soldats allemands firent la même constatation stupéfiante. Ils ne faisaient pas face à de simples effectifs supérieurs, mais à un ordre de grandeur entièrement différent. À 5h30, le Saint-Affrontija. Le bombardement naval commença. La flotte disposait de 5 cuirassés, 20 croiseurs, 65 destroyers et 2 monitors. Pour les défenseurs allemands, ce fut leur première leçon de mathématiques industrielles américaines. Le seul USS Texas tira 255 obus de ses canons de 14 pouces dans la première heure. Chaque obus pesait 1400 livres. En 60 minutes, un seul navire avait délivré 178 tonnes d'explosifs, plus que ce que possédaient de nombreux régiments d'artillerie allemands dans leur réserve totale de munitions. Avant que le premier soldat ne mette le pied sur les plages, les forces navales alliées avaient tiré approximativement 50 000 obus de destroyers, 23 000 obus de croiseurs et 3 500 obus de cuirassés, soit environ 130 000 tonnes de munitions explosives. Le général d'air infanterie Günther Blumentritt, chef d'état-major du commandant en chef Ouest, témoignerait plus tard « Nous nous étions préparés à combattre des soldats. Nous nous sommes retrouvés à combattre des usines. À 6 heures, alors que les obus navals continuaient de pulvériser le mur de l'Atlantique, les défenseurs allemands assistèrent à la deuxième démonstration de la supériorité industrielle alliée. Le ciel se remplit d'avions, pas des dizaines ou des centaines, mais des milliers. Les forces aériennes alliées effectuèrent plus de 14 000 sorties en soutien au débarquement, ayant assuré la suprématie aérienne avant l'invasion. La Luftwaffe avait approximativement 300 avions opérationnels dans toute la France. Le jour J, ils parvinrent à effectuer 319 sorties. Les Alliés en effectuèrent 14 674. Pour chaque avion allemand dans les airs, il y avait 46 avions alliés. Les mathématiques n'étaient pas seulement défavorables, elles étaient absurdes. Le major Joseph Pips Priller, commandant la Jagdgeschwader 26, effectua la seule attaque de la Luftwaffe sur les plages du débarquement ce matin-là. Avec seulement son ailier, Heinz Wodarczyk, il mitrailla Sword Beach une fois avant de fuir devant des dizaines de chasseurs alliés. Cet incident célèbre, documenté dans de multiples récits historiques, démontra l'impuissance complète de la puissance aérienne allemande. Malgré la puissance de feu écrasante déployée contre eux, les défenseurs allemands à certaines positions crurent initialement qu'ils pourraient tenir. À Omaha Beach, la 352e division d'infanterie occupait d'excellentes positions défensives sur les falaises surplombant la plage. Les mitrailleuses, dans les bunkers en béton, créaient des champs de tir entrelacés. Les premières vagues d'infanterie américaine, des 1ère et 29e divisions, marchèrent droit vers un massacre. Dès que les Américains touchèrent la plage à 6h30, des tirs de mitrailleuses éclatèrent des nids de résistance. Heinrich Severlo, servant une mitrailleuse MG-42 au Widerstandsnest 62, tira plus de 12 000 cartouches ce matin-là, un fait documenté dans son propre témoignage. Il regarda les soldats américains tomber par dizaines, par centaines. Des corps flottaient dans le ressac. La plage devint rouge de sang. Pendant un bref moment, il sembla que le mur de l'Atlantique pourrait tenir. Puis, les destroyers arrivèrent. Vers 8 heures, alors que la situation sur Omaha Beach était critique et que le général Omar Bradley envisageait une évacuation, quelque chose d'inédit se produisit. Les destroyers américains, ignorant les risques d'échouement ou de mine,
s'approchèrent à moins de 1000 yards de la plage. Une distance de tir à bout portant pour les canons navals, l'USS McCook, l'USS Carmick, l'USS Doyle et l'USS Frankfurt pointèrent leurs canons de 5 pouces sur des points forts allemands individuels. À une telle distance, ils ne pouvaient pas manquer. Cette action, bien documentée dans les archives navales, s'avéra décisive pour briser la défense allemande à Omaha. Ce fut le moment où les officiers allemands commencèrent à comprendre la véritable signification de la puissance industrielle américaine. Ce n'était pas seulement le nombre de navires, c'était la volonté de les risquer, de les utiliser comme des actifs consommables. Le destroyer USS Corrie fut perdu, mais immédiatement d'autres prirent sa place. Les navires n'étaient pas des actifs précieux et irremplaçables comme ils l'étaient pour la Kriegsmarine. C'étaient des outils. Et l'Amérique en avait des milliers d'autres. Au fur et à mesure que la matinée avançait, les observateurs allemands furent témoins de quelque chose qui défiait leur compréhension des opérations amphibies. Les péniches de débarquement continuaient d'arriver, vague après vague, heure après heure, un tapis roulant sans fin d'hommes et de matériel s'écoulant de la mer vers le rivage. La variété des navires spécialisés stupéfia les observateurs allemands. Les Landing Craft Tank, LCT, dégorgeaient des chars Sherman de 30 tonnes directement sur les plages, les Landing Ship Tank, LST. Des navires massifs de 328 pieds de long s'échouaient et ouvraient leurs portes de proue pour décharger des compagnies de chars entières. Les camions amphibies d'UKW nageaient jusqu'au rivage, roulaient sur la plage et livraient des fournitures directement aux unités de combat. À la nuit tombée, les Alliés avaient débarqué approximativement 156 000 soldats, 132 715 par la mer et 23 400 par les airs. Cette force dépassait la totalité de la 7e armée allemande défendant la Normandie. Dans les premières 24 heures, la réalisation alliée documentée comprenait 156 000 personnels, 20 000 véhicules, moins 1700 caractères, 15 000 tonnes de fournitures. La 7e armée allemande, défendant toute la région normande, possédait moins de 500 chars opérationnels. Les Alliés en débarquèrent 3 fois plus le premier jour. La réponse allemande à l'invasion révéla non seulement une infériorité matérielle, mais aussi une rupture systémique face à la capacité écrasante de l'ennemi. Les légendaires divisions Panzer, qui avaient conquis la France en 6 semaines en 1940, se retrouvèrent paralysées par la suprématie aérienne alliée et les tirs navals. La 21e division Panzer, la seule unité blindée assez proche pour intervenir le jour J, commença sa contre-attaque à 16 heures. La division mit 3 heures pleines pour parcourir les 10 miles de Ranville à travers Caen. Ce qui aurait dû être une poussée blindée dévastatrice devint une procession tragique de véhicules en flammes. Lorsque les Panzers survivants engagèrent finalement les forces britanniques près de Sword Beach, ils rencontrèrent des tirs navals dirigés par des observateurs avancés. Le HMS Warspite, posté à 15 miles au large, tira des obus de 15 pouces qui pouvaient pénétrer n'importe quel char jamais construit. Le SS Standartenführer Kurt Meyer, commandant le 25e régiment de panzergrenadiers SS, écrirait plus tard dans ses mémoires « La supériorité matérielle de l'ennemi était si grande que notre propre force fut balayée comme une vague se brisant sur un rocher. » Le 7 juin, jour J+1, les avions de reconnaissance allemands rapportèrent des photographies que les officiers supérieurs refusèrent initialement de croire. Les Alliés construisaient des ports, ne capturaient pas des ports, les construisant à partir de rien en pleine mer. Les ports Mulberry représentaient une capacité industrielle à une échelle qui défiait la compréhension. Préfabriqués en Grande-Bretagne, ces ports artificiels consistaient en 600 000 tonnes de béton, 33 jetées, 10 miles de routes flottantes, 93 navires intentionnellement coulés comme brise-lames. En 2 semaines, les ports Mulberry traitaient 9 000 tonnes de fournitures par jour, plus que de nombreux ports français. Les Allemands avaient passé 4 ans à construire le mur de l'Atlantique pour protéger les ports. Les Alliés avaient simplement éliminé le besoin de ports. Tout au long de juin 1944, les commandants allemands réalisèrent progressivement l'étendue de leur échec du renseignement. L'élaboré Dupri de l'opération Fortitude avait convaincu le renseignement allemand que les débarquements en Normandie étaient une feinte.
La véritable invasion viendrait au Pas-de-Calais, menée par le fictif First United States Army Group de Patton. Pendant des semaines cruciales, les réserves allemandes restèrent gelées, attendant une invasion qui ne vint jamais. Le général der Panzertruppe, Leo Freiherr Geyer von Schweppenburg, commandant le Panzergruppe Ouest, découvrit la duperie lorsque des documents capturés révélèrent la position réelle de Patton en Normandie, commandant la très réelle 3e armée. Alors que juin progressait vers juillet, les rapports des officiers allemands aux quartiers généraux supérieurs devinrent de plus en plus désespérés. Le général Feldmarschall Gerd von Rundstedt, commandant en chef ouest, reçut un appel du Fieldmarschall Wilhelm Keitel à l'OKW, demandant pourquoi l'invasion n'avait pas été rejetée à la mer. Lorsque Keitel demanda ce qui devait être fait, Rundstedt répondit célèbrement « Faites la paix, imbécile. Quoi d'autre pouvez-vous faire ?» Pour cette honnêteté, Rundstedt fut immédiatement relevé de son commandement. Le Fieldmarschall Erwin Rommel rencontra Hitler le 17 juin à Margival, en France. Selon des comptes rendus documentés, Rommel présenta des statistiques montrant l'impasse de la position allemande, la suprématie aérienne alliée totale, les divisions allemandes à 30% de leurs effectifs et l'impossibilité de tout mouvement de jour en raison des tirs navals. La réponse d'Hitler fut d'interdire toute retraite, exigeant une résistance fanatique. Rommel quitta la Réunion en sachant l'Allemagne perdue. En un mois, il serait impliqué dans le complot d'assassinat du 20 juillet contre Hitler et contraint de se suicider. Hans Speidel, le chef d'état-major de Rommel, qui survécut à la guerre, écrirait plus tard dans Invasion 1944, Rommel and the Normandy Campaign. Nous n'avons pas été vaincus par de meilleurs soldats ou une stratégie supérieure. Nous avons été ensevelis sous une avalanche de matériel. La bataille pour Caen démontra la futilité de la résistance allemande face à la supériorité matérielle alliée. Le 7 juillet, 467 bombardiers lourds de la RAF larguèrent 2500 tonnes de bombes sur Caen en 40 minutes, plus de puissance explosive que ce que possédait l'ensemble de la Luftwaffe en France. La 12e division SS Panzer Hitlerjugend, l'une des meilleures unités allemandes, entra dans la bataille de Normandie avec 20 540 hommes et 150 chars. Après 6 semaines, il lui restait 300 hommes et aucun char, ayant perdu 8000 soldats dans la seule poche de Falaise. L'opération Cobra, la percée américaine depuis la Normandie commençant le 25 juillet, fournit la démonstration finale de la suprématie alliée. 1 500 bombardiers lourds, 380 bombardiers moyens et 550 chasseurs bombardiers larguèrent 3300 tonnes de bombes dans une attaque de bombardement en tapis concentré, ciblant une zone de seulement 6000 par 2200 yards. Le général-lieutenant Fritz Bayerlein, commandant la Panzerlehr Division, positionné directement sous le bombardement, rapporta « Ma division a été anéantie. Nous ne combattons pas une armée, nous combattons un complexe industriel. La Panzerlehr, qui était entrée en Normandie avec 190 chars et 16 000 hommes, avait simplement disparu. Sur 3 000 hommes dans la zone ciblée, 1000 moururent sur le coup, 1000 furent blessés et 1000 furent psychologiquement trop brisés pour se battre. Les tragiques incidents de tyrannie de l'opération tuèrent 111 Américains et en blessèrent 490. Incluant le lieutenant-général Leslie G. McNair, l'officier américain le plus haut gradé tué au combat sur le théâtre européen. Pourtant, même ces pertes furent absorbées sans affecter le succès de l'opération. La poche de Falaise, du 12 au 21 août 1944, devint le cimetière des forces allemandes en Normandie. Les statistiques documentées furent apocalyptiques. 10 000 à 15 000 Allemands tués, 40 000 à 50 000 capturés, 344 chars et canons automoteurs détruits dans le seul secteur nord, 2 447 véhicules non blindés abandonnés, 252 pièces d'artillerie perdues. Entre 20 000 et 50 000 Allemands parvinrent à s'échapper de l'encerclement, mais en tant que reste désorganisé plutôt que comme unité combattante. L'état-major général allemand luttait pour comprendre qu'il ne menait pas une campagne militaire, mais une équation industrielle. La comparaison de la production de 1944 illustrait crûment la domination industrielle alliée. Production allemande 1944. Avions 39 807, production mensuelle de chars
pic, 1854, décembre, camions militaires, 68 000, production américaine, 1944, avions, 96 000, chars, 29 000, camions militaires, 650 000. Ces statistiques n'incluaient pas la production britannique, canadienne ou soviétique. L'Allemagne combattait la production industrielle du monde entier avec la capacité de production d'une nation de taille moyenne, réduite de plus en plus par les bombardements. La production américaine totale, en temps de guerre, incluait 297 000 avions, 193 000 pièces d'artillerie, 86 000 caractères, 2 millions de camions de l'armée, 41 milliards de cartouches. Le général Franz Halder, ancien chef de l'état-major général, calcula après la guerre. En 1944, l'avantage allié dans la production de guerre était d'environ 5 pour 1 dans certaines catégories. Comme les camions, il était de 10 pour 1. Nous n'avons pas été vaincus. Nous avons été mathématiquement éliminés. Les officiers allemands qui survécurent à la Normandie furent psychologiquement transformés. Ils avaient été témoins non seulement d'une défaite militaire, mais de l'invalidation complète de l'idéologie nazie sur la supériorité allemande et la faiblesse américaine. Les jeunes officiers qui avaient grandi sous le nazisme furent particulièrement affectés. On leur avait dit que les Américains étaient mous, gâtés par le luxe, incapables de se battre. Au lieu de cela, ils découvrirent que les Américains avaient au moins des machines pour faire le travail difficile, des radios pour se coordonner, des munitions abondantes pour s'entraîner et une confiance issue d'un soutien illimité. Le taux de suicide parmi les officiers allemands augmenta dramatiquement. La défaite était une chose, l'invalidation complète de leur vision du monde en était une autre. Au-delà de la simple quantité, les officiers allemands furent confrontés à un fossé technologique qui révéla à quel point l'Allemagne était tombée en retard. Les fusées de proximité transformèrent les tirs antiaériens en tueurs de précision. Les tirs navals dirigés par radar pouvaient frapper des cibles à des miles à l'intérieur des terres avec une précision au premier coup. Les camions amphibies du KW résolurent des problèmes logistiques que l'Allemagne ne pouvait même pas conceptualiser. L'utilisation alliée de véhicules spécialisés impressionna particulièrement les officiers allemands. Les Hobarts-Funnies, des chars modifiés qui pouvaient déminer, poser des ponts, détruire des bunkers, résolurent des problèmes tactiques par l'ingénierie plutôt que par le sang. Tout au long de la campagne de Normandie, les officiers allemands développèrent une crainte particulière pour les tirs navals. Les canons de 16 pouces du cuirassé HMS Rodney pouvaient tirer des obus de 2448 livres à 23 miles à l'intérieur des terres. L'USS Nevada, l'USS Texas et le HMS Warspite transformèrent leur batterie principale en artillerie super lourde qui pouvait oblitérer n'importe quelle cible. L'artillerie allemande tentant des tirs de contre-batterie contre les navires apprit la futilité de sa tâche. Les navires bougeaient. Ils ripostaient aussi. En juillet 1944, tout mouvement allemand de jour était devenu virtuellement impossible. Les chasseurs bombardiers alliés opérant en Cab Rank, contrôlés par des observateurs avancés, pouvaient frapper n'importe quelle cible en quelques minutes. Les statistiques étaient accablantes. Avions alliés sur le théâtre, 12 000 et plus. Avions allemands, 300 à 500. Sorties alliées par jour, 5 000 à 8 000. Sorties allemandes, 50 à 100, quand c'était possible. Les statistiques finales de la campagne de Normandie racontèrent l'histoire de la guerre industrielle. Réalisation alliée du 6 juin au 30 août 1944. Personnel débarqué, 2 252 299. Véhicules débarqués, 438 471. Fournitures débarquées, 3 258 649 tonnes. Sorties aériennes, 480 000 et plus. Pertes allemandes en Normandie. Tués, 240 000. Capturés, 200 000. Chars, canons d'assaut perdus, 2200. Divisions détruites, 40 et plus. En 1954, 10 ans après le jour J, des officiers allemands survivants se rassemblèrent à Bonn pour un symposium privé sur la campagne de Normandie. Le général der Infanterie, Günther Blumentritt, qui avait servi comme chef d'état-major à la fois de Rundstedt et de Klug, prononça le discours d'ouverture. «
Nous avons appris en Normandie que la guerre avait fondamentalement changé. Ce n'était plus un concours d'armées, mais de systèmes économiques. Nous comptions les divisions, tandis qu'ils comptaient les usines. Nous mesurions le courage, tandis qu'ils mesuraient la production. L'image qui me hante encore est la vue des bulldozers américains poussant nos chars détruits pour dégager la route à leurs camions de ravitaillement. Les officiers allemands qui furent témoins du jour J furent transformés à jamais. Hans Speidel devint un général de l'OTAN, aidant à intégrer l'Allemagne de l'Ouest dans l'Alliance occidentale. De nombreux vétérans de Normandie devinrent des avocats de l'intégration économique européenne, comprenant qu'en mutualisant les ressources, les nations européennes pourraient espérer égaler la capacité industrielle américaine. Le Field Marshal Albert Kesselring, qui commandait les forces allemandes en Italie, compara son expérience avec ceux qui combattirent en Normandie. En Italie, nous pouvions combattre les Alliés à armes relativement égales. En Normandie, sur un terrain ouvert où ils pouvaient déployer leur pleine puissance industrielle, nos forces furent simplement effacées. Le 6 juin 1984, pour le 40e anniversaire du jour J, Walter Homsen retourna à la batterie de Crisbeck en tant qu'invité d'honneur. L'ancien Oberleutnant zur See, maintenant âgé de 73 ans, se tenait au même poste d'observation où il avait aperçu pour la première fois la flotte d'invasion. S'adressant à des vétérans rassemblés, alliés et allemands, il réfléchit. Il y a 40 ans, je me tenais ici et j'ai vu l'impossible. Une mer couverte de navires d'un horizon à l'autre. J'ai su à ce moment que tout ce qu'on m'avait dit était faux. Les nations faibles ne construisent de pas 7000 navires. Les nations divisées ne coordonnent pas une telle invasion. J'ai tiré avec mes canons sur cette armada et j'aurais tout aussi bien pu lancer des pierres contre la marée. Nous avons coulé un destroyer, en avons endommagé quelques autres. Pour chaque navire que nous touchions, 100 passaient indemnes. Les jeunes officiers d'aujourd'hui étudient les tactiques de Normandie. Mais la vraie leçon est plus simple. Dans la guerre moderne, le côté qui peut produire le plus gagne. Nous avons appris que la capacité industrielle est la capacité militaire. La mer de navires que j'ai vue ce matin-là n'était pas seulement une flotte d'invasion. C'était la puissance industrielle américaine rendue visible. Les officiers allemands, qui regardèrent près de 7000 navires alliés approcher le jour J, furent témoins de plus qu'une invasion. Ils furent témoins de l'avenir de la guerre où la capacité industrielle primerait toute autre considération. L'image qui les hantait, cette armada impossible s'étendant d'un horizon à l'autre, était la manifestation physique du pouvoir latent de la démocratie libérée, de la puissance industrielle appliquée à un but militaire, à une échelle qui rendait les vertus militaires traditionnelles insignifiantes. Ils s'étaient préparés à la guerre. Ils rencontrèrent à la place la pleine capacité industrielle des États-Unis. Les officiers allemands qui regardèrent de ces navires surent à ce moment de terrible clarté qu'ils assistaient à la fin de la guerre, telle qu'ils la comprenaient, et à la naissance de quelque chose de nouveau. La guerre industrielle à une échelle qui rendait leur expertise professionnelle obsolète. Leur défaite n'était pas militaire, mais mathématique, pas tactique, mais industrielle. Pas un échec du courage, mais une pénurie de camions. C'était une leçon écrite en acier à travers les eaux de la Manche le 6 juin 1944, lorsque près de 7000 navires annoncèrent que la puissance industrielle américaine était venue en Europe et que plus rien ne serait jamais plus pareil.